fonctionne. Je suis épaté de me retrouver dans ce genre de situation-là, fois après fois. Je vais vous demander, puis c'est vraiment dans la thématique, conceptuellement, je vais vous demander qu'on fasse une petite stories ensemble, puis tu sais, ça serait vraiment le fun que vous embarquiez. Ça va faire un bon icebreaker, hein? Vous allez voir, j'utilise plein de termes anglais, puis ma blonde me disait hier, avant-hier, à Lisa, elle était comme, come on, mais c'est ça, je m'excuse. Mais là, c'est ça, ça serait vraiment cool si vous embarquez avec moi pour un truc, puis là, je suis nerveux, fait que ça va être, tu vas avoir l'air d'un vieux qui sort son téléphone, puis qui le regarde comme ça, là. Mais fait que ce que je vous demande, c'est qu'on réagisse, puis moi, ça va me faire une super belle story à mettre dans mes médias sociaux. Fait qu'on va le faire, on va faire un tour complet. J'ai le temps de le faire, inquiétez-vous pas. Donc, merci tout le monde. Go! Ça, c'est ce qu'on appelle qualité de l'attention. Ouais, ça, je suis pas assez maître. OK. L'individu média, émancipation et rouage dans l'économie de l'attention. Je me suis amusé depuis que je suis ici depuis hier à dire à peu près à tout le monde, prenez pas de notes, vous n'apprendrez rien. Il n'y a rien à apprendre aujourd'hui, mais je vous invite à suivre une réflexion qui me hante ou que j'entretiens depuis quelques mois. C'est là-dedans que je vous invite. Donc, est-ce qu'il y en a des individus médias ici? La main levée. La main levée. Tiens, j'aime mieux les mains levées que les applaudissements. Ah oui, même pas au fond là-bas, là, il n'y en a pas un. Ah ah! C'est quoi un individu média? C'est le fun parce qu'on aura l'occasion d'y répondre. Donc, il n'y a personne ici qui se considère un individu média? Ah ah! On est tous ici un peu des individus médias. Moi, c'est un peu ma prémisse. C'est un peu comme ça que j'aime la commencer, cette histoire-là, parce que observez les gens, puis on est dans un congrès, hein? Donc, un congrès, comment on peut dire? Oui, congrès. J'ai le boss là, fait que je peux lui demander. Congrès? Événement. On est dans un événement, on a fait beaucoup de selfies. Observez-vous, observons-nous, observez les gens qui font des selfies. On est freak. Non, c'est vrai. On fait des faces. C'est un petit peu bizarre, un peu malaisant. Puis c'est vraiment quand tu as ce pas de recul-là, puis que tu peux assister à une scène de gens qui font des stories, des stories comme moi, hein, comme tantôt, ou des selfies, que tu vois ce phénomène-là. C'est qu'on a toute cette capacité-là ou développé cette façon-là de nous mettre en scène nous-mêmes. Puis ce qui fait ça, c'est beaucoup le numérique. C'est le numérique qui fait émerger la figure paradoxale de l'individu média. C'est tous les téléphones qui sont autour de nous. Tu sais, avant, une marque s'adressait dans ses communications de masse, s'adressait à des gens qui étaient finalement que des récepteurs. Aujourd'hui, dans nos communications de masse, les marques, on s'adresse à des récepteurs qui sont eux-mêmes des émetteurs. Puis ça a un impact important. Puis vous voyez, je laisse la marque dans mon petit dessin ici à droite, mais la réalité, c'est beaucoup plus proche d'un truc comme celui-là, où bien souvent, les marques parlent moins fort, ou en tout cas, dans bien des cas, des individus parlent plus fort que certaines marques. Donc, ça soulève certaines questions, puis ça mérite de s'y pencher, puis c'est pas mal la raison pour laquelle moi, j'ai ces réflexions-là depuis un bon moment. Donc, je vous propose une conférence en 2 parties. Qu'est-ce que signifie devenir un individu média dans un premier temps? J'ai la chance d'un peu flirter avec cet univers-là comme créateur de contenu depuis un certain temps, puis je vais vous avouer que ça a un impact. Je le vis, je le sens, j'ai envie de vous en parler. Et aussi, de par mon métier, qu'est-ce que ça signifie pour les marques, cette nouvelle réalité-là qu'on vient de voir. Puis on parle de nouveautés, tu sais, puis je suis rendu que je ne veux plus parler de nouveautés en numérique. Là. On est en 2025, ça fait 25 ans comme il faut qu'on est là-dedans. Ce phénomène-là, il n'est pas apparu d'un coup. Donc, ce n'est pas tant de marketing d'influence que j'ai envie de vous parler. C'est sûr qu'on va en parler, puis, tu sais, à peu près tout ce que je vais vous dire aujourd'hui vous touche aussi le marketing d'influence, mais c'est une notion qui est un peu plus externe, un peu plus tactique à la marque. Moi, ce que j'ai envie de vous parler un peu plus, c'est de l'incarnation d'une marque dans un visage. Puis ça, c'est un phénomène que je trouve
encore une fois, plutôt intéressant et qui m'intrigue beaucoup et qui, je pense, est en train de changer bien des choses et que les marques auraient tout intérêt à envisager dans le cadre de leur communication, dans le cadre de leur stratégie marketing. Puis au fil du temps, parce que je ne suis jamais capable de commencer exactement un truc puis le finir exactement comme j'avais pensé l'amener, bien, tout ça s'est transformé en un plaidoyer sur l'humanisation des marques et même sur la vulnérabilité. Je pense que je suis un peu là aussi. Je parle même personnellement. Sur cet aspect-là de vulnérabilité, ça m'intéresse. Vous le sentez, hein? Ça devient full deep. Là. Non, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Donc, dans un univers où l'on se sent menacé de toutes parts, puis c'est le cas actuellement, les modèles d'affaires sont attaqués de tous les côtés pour tout le monde, partout, la résistance au changement devient un réflexe important. Ça nous fait agir de toutes sortes de façons, pas toujours les meilleures. Cette espèce de stress-là, de la menace, cette peur-là du changement n'est pas un très, très bon conseiller. Je pense que le temps est venu de reconnaître et d'accepter la vulnérabilité des individus, mais aussi celle des marques. Parce que vous allez voir, dans ma réflexion, ce que moi je constate, c'est que le mix se fait et va se faire de plus en plus. Là, vous dites, ça y est, ça drogue. Une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que la vulnérabilité peut être, j'ai des professionnels du marketing devant moi, là, est-ce que la vulnérabilité peut être un facteur de succès dans un contexte de marque? Vous le pensez? Moi, j'ai l'impression aussi. Vous allez avoir beaucoup de misère à me faire dire, pontifier, là, la vulnérabilité est maintenant un facteur de succès, parce qu'à peu près toutes les affaires que j'ai amenées en conférence et que j'ai entendu des spécialistes dire depuis les 20 dernières années ont beaucoup changé constamment. Fait que c'est le fun de contribuer à la discussion, mais de là à dire que là, j'en serais convaincu. Je suis content de voir qu'on va pouvoir en parler ensemble. Mon nom est Denis Martel. Je pense que c'est le même qu'il faut le dire. Non, hein, c'est l'inverse. Je vais tout le temps reprendre là-dessus, moi. C'est anglais, c'est ça. Je m'appelle Denis Martel. Ça m'intéresse parce que je suis un peu issu de ces deux mondes-là, vous l'avez compris. Je suis stratège en communication numérique, je suis aussi créateur de contenu. J'ai une spécialité dans le cadre de mon travail de stratège de contenu, de stratégie numérique en stratégie de contenu. Je vais lire un peu. Donc, j'ai travaillé de 23 ans en agence. J'ai travaillé chez Cossette, j'ai travaillé chez Think. Salut Antoine. J'ai travaillé chez Neuron, chez Sidley. Puis je vous ai quasiment tous rencontré les gens avec qui j'ai travaillé dans les 2 derniers jours. Ça fait 6 ans maintenant que je suis en affaires, comme stratège en communication numérique, vous venez de le dire. Je suis producteur et réalisateur de podcasts audio et vidéo. Et je fais de la formation, hein, j'en fais des choses. Et je suis aussi producteur et animateur du balado des engagés publics, comme monsieur le disait, pour me présenter. Donc, enchanté. Première partie, la réalité des créateurs de contenu. Libérer des anciennes structures enchaînées par les nouvelles contraintes. Les opportunités personnelles et collectives sont énormes. Il y en a beaucoup, c'est super intéressant. Si on regarde du point de vue personnel, ce qu'on vit, c'est une forme d'émancipation, une possibilité d'expression personnelle qui était du jamais vu, une possibilité d'affirmation, une démocratisation à plein de niveaux, autant au point de vue de l'accès aux plateformes qu'au point de vue de l'accès à la technologie. Ça, c'est un phénomène aussi, c'est au cœur de ce phénomène-là. C'est des choses qu'on ne pouvait pas faire de cette façon-là anciennement. Donc, ça nous amène visibilité comme individu. Visibilité, ça nous offre des possibilités de création et aussi un impact au point de vue de l'influence, qui est un pouvoir énorme. Donc, autre chose que ça nous permet de faire, c'est de contourner les anciens gatekeepers médiatiques. C'est là que ma blonde me dit... mais non des mots français. Je l'ai décidé de le garder, mais j'ai une tête de cochon. Oui, parce que c'est ceux qui l'ont vécu comme moi, puis j'écoutais Philippe Lamar hier, c'était difficile par le passé, là, il y avait beaucoup d'appelés, peu d'élus pour la télévision, pour les grands médias, ce qui fait qu'on n'avait pas cette chance-là toujours de pouvoir faire exactement ce qu'on voulait. Donc, avec l'arrivée, avec cette démocratisation-là de la technologie, avec cette démocratisation-là des moyens de diffusion, on a maintenant des moyens. Puis je trouve ça absolument fantastique. On n'a qu'à évoquer
le cas d'un inconnu qui est devenu influenceur à succès avec un vieux iPhone 8 tout pété, qui s'est mué en leader d'opinion. D'ailleurs, Farnell est ici avec nous. Pour ceux qui veulent le rencontrer après, vous pourrez... Je n'ai pas demandé la permission de le présenter comme ça, mais je sais qu'il est très gentil. Fait qu'allez voir Farnell après, ça va lui faire un plaisir de discuter avec vous. Il y a des opportunités aussi au point de vue collectif. Une autre question. Sommes-nous en train de nous médiatiser nous-mêmes au point de devenir des produits culturels? Moi, ça, je la trouve fascinante, cette question-là. Parce que, veux pas, l'ensemble de notre empreinte numérique comme individu créateur de contenu viennent contribuer à l'expression d'une identité collective. Puis, je ne suis pas le seul à le penser. Bon, c'est dans l'actualité, hein, Alexandre Drolet qui a quitté Radio-Canada pour YouTube. C'est de même que les gens nous le présentent. Je trouve ça un peu drôle. Puis moi-même, j'aime le dire comme ça. La journée où elle a un peu annoncé ça, elle expliquait la raison pour laquelle elle l'a fait. Et le ministre, Mathieu Lacombe, a fait une stories en réponse à l'annonce d'Alexandre, où il disait « C'est pour ça qu'on doit modifier nos façons de soutenir les créateurs de contenu. Le monde a changé, il faut s'adapter au numérique. » La raison qui illustre cet aspect-là, puis là c'est drôle parce que tantôt je disais, j'ai eu la chance d'avoir un échange avec Mathieu Lacombe il y a 3-4 jours, puis c'est ça qu'il m'expliquait un peu comment est-ce qu'il voyait les choses, surtout par rapport à l'accès au financement. Les raisons pour lesquelles il fait tout ça, c'est aussi, puis qu'il y croit, c'est parce qu'on a des enjeux au point de vue culturel comme collectivité. Comme pour ce qui est de l'identité de notre collectivité qui se vit aussi à travers le numérique. Donc, si on veut la favoriser, il faut la valoriser, il faut l'aider, la supporter, la rendre possible. Puis, bien, on a vu déjà qu'il y a des annonces qui se font dans ce contexte-là. Le projet de loi 109 qui en chasse un élément qui permet qui ouvre la porte à certaines formes de financement. Puis encore aujourd'hui, je pense, j'ai fait ça matin, ça. Il y avait cette story-là, puis c'est drôle que je vais chercher cette information-là sur Instagram. Tu sais, si on s'était dit ça, voilà même pas 5 ans, 6 ans, 10, impossible, voyons. Mais non, c'est là que je vais chercher directement du ministre sur Instagram, dans ses stories, où il annonce, par exemple, que la SODEC va intégrer la créativité numérique à son mandat comme un nouveau domaine d'affaires, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Maintenant, est-ce que ça va être ouvert aux individus? C'est pas d'habitude dans le truc de la SODEC, mais en tout cas, là, je sais qu'il y a des spécialistes de la culture ici qui pourraient peut-être plus amener d'autres hypothèses. Je ne me risquerai pas plus loin à cet instant. Les mauvais côtés. Créer, c'est une souffrance. Puis toute la semaine, je me suis demandé pourquoi je fais ça, Christy. Tu sais, d'être là c'est stressant. L'économie de l'attention est impitoyable. Puis ça amène beaucoup de défis et d'enjeux personnels et collectifs. Les plateformes donnent une voix aux créateurs, c'est vrai, mais elles imposent aussi ses règles. Puis ça rend les choses souvent plutôt difficiles. Ça crée une espèce d'asservissement aux algorithmes et à la validation sociale. Les mentions j'aime, les vues, ça agit comme des récompenses addictives, puis je suis obligé, je vous ai dit tantôt, je vais vous en parler sous un aspect personnel, je le vis. Je suis obligé moi-même de vous avouer que je tombe dans ce jeu-là. Quand je fais des publications, je passe mon temps à regarder mon téléphone à toutes les demi-heures, 15 minutes. Ma blonde vous dirait 3 minutes. Est-ce que ma courbe va dépasser ma médiane? J'essaie de plus en plus, comme stratège, j'essaie de voir si l'algorithme va valoriser ma pièce créative. Tu sais. Puis aussi, quand on pense aux gens qui font de la veille de tendance pour choisir leur sujet, je trouve ça encore plus terrible. Il est où le choix de l'individu, comme collectivité, mais au point de vue de l'impact sur la collectivité, mais au point de vue des choses qu'on a à dire. C'est quoi qu'on a à dire? On a à dire ce qui marche déjà, ce qu'on sait qui est déjà très discuté dans les tendances. Moi, ça me travaille, j'aime pas ça. J'ai comme envie d'entendre des réflexions qui sont issues d'une réflexion parce qu'elle est importante, pas parce qu'elle trend. Pour ça, je l'amène dans les défis, cet aspect-là.
L'authenticité est mise à l'épreuve dans un monde où l'on doit constamment performer devant un public. C'est pourquoi moi, je parle moins d'authenticité puis un peu plus d'incarnation. C'est ça qui m'intéresse. Il suffit d'une modification à l'algorithme, c'est un peu ce que je vous disais, d'une baisse soudaine de la portée organique pour qu'un créateur remette, j'allais dire sa vie en question, remette en question sa ligne éditoriale, sa légitimité. Ça revient à ce que j'étais en train de vous dire. J'ai un problème sur le fait que les algorithmes peuvent avoir un impact si important sur nos choix créatifs et sur nos choix éditoriaux. Puis là, on l'entend beaucoup, surtout avec la nouvelle mouture des algorithmes. Tu sais, on entend des trucs comme « il suffit de faire du bon contenu maintenant ». Ah, c'est cool. Avez-vous déjà passé 3 minutes sur le TikTok game québécois? Êtes-vous d'accord pour dire que le bon contenu, que il s'agit de faire du bon contenu pour que ça marche? Les algorithmes nous amènent à tirer sur des leviers qui ne sont pas toujours les plus flatteurs. Tu sais. Ils font ressortir des éléments, vont chercher justement des leviers émotifs qui ne sont pas les plus reluisants toujours. Fait que c'est pas nécessairement vrai, cet aspect-là. Il y a des créateurs de contenu qui font de l'excellent contenu, qui restent dans l'oubli, puis c'est la réalité, tu sais. Donc, moi, je le mets dans le sac des enjeux et des... j'ai dit ça à Radio-Canada l'autre fois, le BAG, pour parler de réagir sur la loi 109. J'étais comme, bravo, Denis. Donc, je mets ça dans le sac des enjeux et des défis. Fragmenter l'attention en myriades de micro-canaux pose question sur la cohésion sociale. C'est un autre impact de l'individu média, des quelques individus qui ressortent plus forts, mais aussi de cet ensemble-là. Donc, un défi collectif, encore une fois. Quand chacun a sa plateforme et son public, comment se construit la vérité commune ou l'agenda partagé, un projet. Puis on le voit, là, c'est la polarisation, c'est rien de nouveau, mais c'est issu de ce phénomène-là. Donc, un autre enjeu. Puis là, bien évidemment, c'est sans parler des bouleversements, des modèles d'affaires et de la crise médiatique. C'est majeur, ça nous touche, puis c'est directement relié avec cette réalité-là aussi. Ce qui m'amène à ma phase 2. Je m'étais dit que j'allais prendre une gorgée d'eau rendu là. Suivez mon scénario. Pourquoi de plus en plus de marques choisissent-elles de collaborer avec ou de créer des individus médias plutôt que de partager, que de travailler avec des marques médiatiques? Drôle de lapsus. Ou de créer des individus médias. Parce que les individus se comportent déjà comme des marques? Non. Ça, c'est une boutade. Je pense qu'il y a une part de vérité. Mais je ne pense pas que ça soit pour ça. Je pense que la raison principale, c'est parce que les marketeurs ont compris tout le potentiel. Puis ça va au-delà du B2C, on en a parlé hier. C'est rendu même très fort dans le B2B. LinkedIn est un exemple là, où ça fonctionne beaucoup, cet aspect-là. On disait, je regardais une étude française, puis je l'avais mis, là, la source, là, mais c'était lettre, fait que je l'ai enlevé. Mais je vais vous la donner si vous la voulez. C'était c'est ça, je ne me souviens pas du nom, mais c'est pas grave, je l'ai. 63% des acheteurs B2B sont influencés par des vidéos courtes d'influenceurs. Donc, les marketeurs nous disent que c'est pour la crédibilité, pour la proximité avec l'audience et pour un ROI plus élevé qu'ils vont aller chercher, ils vont faire appel à des tactiques comme celle-là, à des stratégies comme celle-là. L'économie de la connaissance cède le pas à l'économie relationnelle. Ça, je trouve ça particulièrement intéressant comme stratège de contenu. Parce qu'avant, une marque pouvait générer du contenu. Là, c'est drôle, j'avais parlé comme ça, je suis dans l'absolu, mais anciennement, c'est la semaine passée, on voit beaucoup de marques dans l'adoption de leur stratégie de contenu qui vont justement créer du contenu dans le but de démontrer de l'expertise, donc gagner un peu comme une position de leadership auprès d'une audience potentielle. Puis cet aspect-là est en train de se déplacer, cette espèce de crédibilité-là, cette confiance-là. Les fondements de la confiance sont en train de se déplacer vers une économie relationnelle, où justement, c'est cet aspect-là, on parle je m'en vais de plus en plus vers le visage plutôt que la marque, est en train de prendre le pas justement pour gagner la confiance des audiences et des clientèles cibles. Et voilà, tout ça, bien,
se traduit par le phénomène de l'incarnation qu'on voit de plus en plus. Les jeunes ne veulent pas regarder l'information à travers un logo, mais à travers un visage. Désolé, Fernand. Es-tu là? Bon, ben voilà. C'est pas grave, elle l'avait déjà vu. Remplacer l'information par marque, puis tout ça, vous comprenez que c'est le même genre, c'est le même univers. Puis j'insiste parce que je suis ici vraiment pour vous parler de marketing, là, pas pour avoir encore la discussion sur l'information et les news influencers. J'ai eu l'occasion d'en parler antérieurement. Donc, là, je recule, hein? Ah non, je continue. Dans l'économie de l'attention, la confiance se gagne à dimension humaine, c'est ce que je viens de vous dire, incarné, sincère et authentique. Le fameux mot « authentique », c'est un mot qui a été bien payant pour moi ça, dans les 5 dernières années. Dans un contexte où je vais faire, avant de vous parler d'authenticité, je vais poursuivre cet aspect-là, mais j'ai envie de vous en parler de l'authenticité. Dans un contexte où la publicité traditionnelle perd en efficacité, les marques se tournent vers les individus médias, vous l'avez compris. En fait, c'est ça, ma blague rendue à ce moment-là, je me disais, j'ai passé le mois dernier à me mettre le monde des médias à dos, là, je vais me mettre le monde de la publicité à dos, ça va être plus drôle. Mais ça, je le fais déjà depuis un bon bout. Donc, l'individu média offre un relais d'attention plus organique. Il parle à une communauté engagée qui lui fait confiance. J'ai l'impression de répéter, rendu là, je vous ai déjà devancé des éléments. Puis ça se traduit, ça, par l'adoption de tactiques comme celle-là. Hein? On l'a vu chez Hydro-Québec, on le voit auprès de plusieurs grandes marques qui vont prendre des agents internes, je les ai appelés les agents de communication numérique maison, c'est moi qui ai inventé le terme, et ils vont les mettre en scène, ils vont présenter un visage humain formé, mandaté, pour amener justement une crédibilité et avoir ce visage-là qui s'adresse à l'audience plutôt que la marque, plutôt que le logo. On l'a vu aussi avec la Sûreté du Québec, d'une façon très efficace d'ailleurs. Sinon, celle-là j'avais hâte. D'ailleurs, tu sais, ITHQ, restaurant voltigeur, même combat. J'aurais pensé que ça soulève quelques rires. Merci, je suis vraiment tout seul dans mon monde. Qui connaît Sylvain? Sylvain, c'est celui à droite, à main levée. Je suis vraiment tout seul dans mon monde, il n'y a pas beaucoup. Vous êtes 4-5, là. Sylvain. Saviez-vous, ceux qui connaissent Sylvain, que Sylvain n'était pas le propriétaire des voltigeurs? Moi, ça a été tout un brain blue. Sylvain est un employé du restaurant Voltigeur qui fait que le restaurant est saturé, plein, constamment, beaucoup de succès pour les voltigeurs. Puis, ce n'est pas les seules marques. Évidemment, les PME s'approprient ce type de tactique-là parce que c'est abordable, mais toutes les marques s'y mettent. Il y a même des leaders qui prennent la parole de cette façon-là et qui incarnent la parole eux-mêmes là, pour leurs organisations. On n'a qu'à penser à Elisabeth Abatiello qui le fait d'une façon absolument remarquable. Elle le fait d'une façon absolument remarquable parce que, l'expression de mon ami pour ça, ça coche toutes les cases. Si on regarde les facteurs de succès de ce type de tactique-là, ça se résume à peu près à ça. T'sais, pour des tactiques un peu, des stratégies comme justement où on va avoir des leaders qui vont se mettre en scène, on couvre quelques-uns de ces facteurs de succès-là, mais Elisabeth Abatiello, elle, est pas mal dans tous ces aspects-là. On la reconnaît dans tous les points. Donc, une connexion directe avec sa communauté qui lui fait confiance, un ton incarné, elle s'exprime à la première personne, très personnalisé comme communication, une maîtrise des codes narratifs, mais surtout des codes de la plateforme. Donc, le rythme, la proximité, l'émotion. Elle sait vraiment comment capter l'attention, mais aussi, justement, elle a une présence multiplateforme. Puis pour le type de tactique que c'est, de médium que la vidéo verticale est, elle maîtrise tout ça absolument parfaitement. Elle a une relation directe avec son audience, une complicité. Des fois, on va la voir répondre à un commentaire d'un de ses followers. Puis, elle a une motivation intrinsèque. Elle crée par passion. Pas seulement parce que c'est sa mission professionnelle, comme on peut voir dans d'autres cas. Donc, j'aime beaucoup son exemple. Puis on a même vu, d'ailleurs, notre nouveau visage incarné depuis une semaine ou deux. M. Legault essaye vraiment beaucoup de choses. Puis, c'est intéressant. Là, on voit qu'il commence à faire compétition à Farnell depuis une semaine ou deux. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a peut-être 2 ans, puis je pense que j'en avais parlé ici, il avait lancé son podcast.
C'est une forme d'incarnation de la parole. Pour vrai, je salue l'initiative. Donc, l'association d'une marque à un individu média change-t-elle la perception des valeurs de la marque? Ça, c'est des questions de marketeurs. Des questions de stratèges. C'est pour ça que les gens payent. Excusez-moi ça. Je trouve ça drôle. Ben oui, évidemment, là, il est une partie inhérente de l'écosystème de marque. Puis, tu sais, je le crois fermement, l'association à un individu est un acte de branding profond pour une marque. Puis, c'est un élément aujourd'hui qui, je pense, doit être considéré dès les premiers, là, dès l'établissement d'une stratégie à haut niveau, d'une stratégie complète. Donc, l'importance d'un match de valeurs est fondamentale. Puis, je vous ramène encore une fois dans la famille Abatiello. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Guillaume Abatiello avait fait une vidéo dans son auto un soir après avoir assisté à une discussion sur la culture, justement. Puis, bon, il y avait eu des propos malheureux sur l'univers culturel québécois, selon lui. Puis, ça a eu un gros clash pour la marque. La marque a dû sortir et communiquer parce que, justement, il y avait cette espèce de déconnexion-là avec les valeurs de la marque. Puis, je veux pas que... ce que j'ai pensé quand j'ai fait la présentation, je me suis dit, mais que je montre la face de Guillaume, que je ne connais pas personnellement, là, je l'appelle Guillaume comme ça. Je me suis dit que ça allait susciter quelques réactions, mais c'est vraiment pas pour en ajouter une couche, pour le shamer, encore une fois, pour utiliser des termes anglais. Le shamer plus que les problèmes que ça a occasionné à la marque. Ce que ça m'amène, c'est plus dans une réaction, justement, dans une réflexion où, si on n'est pas prêt à vivre ce genre de débordement potentiel-là, à excuser, à accepter ce genre de débordement potentiel-là, ben c'est peut-être mieux de ne pas se lancer dans ce genre de tactique-là. Tu sais, au même titre, pour ceux, les plus vieux ici, vont se souvenir de l'époque où les clients nous demandaient des vidéos viraux. On dit-tu des vidéos virales? Des vidéos viraux? Peu importe. Tu sais, ceux qui travaillent en agence, vous l'avez tous vécu. Tu sais, les clients venaient nous voir et disaient « Hey, moi, je veux une vidéo virale. » Moi, j'ai même déjà vu quelqu'un est arrivé avec son corpo, puis il disait hey, « Moi, ça, j'aimerais ça devienne viral. » Ouais, OK, ça va. Ça demande un certain lâcher-prise, tu sais. Tout ne devient pas viral. Il faut que ça vienne appuyer puis tirer sur les bons leviers, tu sais. Ça demande une certaine dose de courage, puis ça peut amener aussi des fois, avoir des viralités, ce qu'on appelle les bad buzz, hein, les fameux bad buzz, comme on vient de voir avec Guillaume. Il reste une chose, c'est qu'il ne faut pas réduire les créateurs et les influenceurs à de simples vecteurs publicitaires parce que on est en train de s'éloigner des facteurs de succès qui font que ce type de stratégie-là et de tactique-là fonctionnent et sont efficaces. D'où l'importance d'équilibrer contrôle et authenticité. Quand ChatGPT m'a écrit ça, j'ai dit... contrôle et authenticité. J'étais comme, tu sais, puis encore une fois, j'écoutais Philippe hier, puis il disait, moi, j'ai un problème avec l'autorité. Je suis pas pire, j'ai un pas pire problème avec l'autorité moi-même. Puis j'étais comme, non. Je dis, moi, ça marche pas, contrôle et authenticité. Comment on peut parler d'authenticité si déjà on lui associe le mot de contrôle? Puis là, on a un philosophe avec nous, il pourrait nous en parler. C'est pas évident dans un environnement dominé par l'optimisation et l'attention, l'optimisation de l'attention et les pressions commerciales, de réussir à équilibrer ces points-là. Puis est-ce que c'est souhaitable d'équilibrer ces points-là? Ce qui m'amène à l'authenticité. Je vous l'ai dit tantôt que je parlerais d'authenticité. Moi, c'est un mot qu'on triple en stratégie de contenu, authenticité. On en parle beaucoup. C'est comme ça qu'on vend la stratégie de contenu. On dit qu'il faut faire des choses authentiques. C'est ça qui marche. Moi, je pense qu'on est dû pour les états généraux sur l'authenticité en marketing. C'est quoi? Est-ce qu'on est vraiment authentique? Tu sais? Mettons... Est-ce qu'on ne parle pas plutôt d'avoir une personnalité médiatisable? Est-ce qu'on ne parle pas plutôt de donner un sentiment de relation sincère? Hein, vous voyez qu'on s'éloigne. Est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de parler d'avoir une capacité à évoluer sincèrement? C'est pas mal, là. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un qui est moins bon que l'autre. C'est juste que je pense qu'il doit toujours avoir un mot qui accompagne l'authenticité quand on en parle. Tu sais, par exemple, on peut parler de cultiver l'authenticité, de tendre vers l'authenticité.
Mais l'authenticité en elle-même, je pense que c'est un concept qui est difficilement atteignable et peut-être même pas souhaitable tant que ça. Bon, assurément, on ne veut pas manipuler l'authenticité. Est-ce qu'on le fait? Je ne sais pas. C'est la fin de mon aparté pour ma petite parenthèse pour l'authenticité. Oui, monsieur? La perception de l'authenticité, j'aime l'apport à la réflexion. C'est qu'à ce moment-là, est-ce qu'on est en train de mentir dans ce cas-là? T'sais? Si on réussit à induire une perception d'authenticité. C'est une vraie réflexion, oui. Ce que je vais vous demander, monsieur, c'est, tantôt, il va y avoir un micro. J'aimerais ça qu'on poursuive. Non, mais j'adore ça. Puis je veux dire, c'est tellement bon signe qu'il y a une réaction spontanée comme ça. J'ai l'impression que c'est intéressant. OK. Donc, on est passé d'une vision de la confiance fondée sur le titre, la marque, le statut, à une vision qui intègre proximité, authenticité et relationnel. On est complètement ailleurs. Donc, réduire les créateurs à des outils publicitaires ne peut que nuire à l'authenticité. Donc, on s'éloigne de nos facteurs de succès. Puis j'en viens à cette notion-là, puis je nous ramène à Guillaume. Tantôt, les humains sont vulnérables. Humaniser les marques les rendra inévitablement vulnérables. Donc, est-ce qu'on est prêt pour cette notion-là? En fait, on aurait pu gagner une demi-heure. J'aurais pu juste prendre cette slide-là. Puis c'était ma présentation. Humain imparfait, humanisation de la marque imparfaite. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Moi, je pense que oui. Mais comme je vous le dis, je pense que oui. Là, je suis rendu, ça va être vous, mon nouvel interlocuteur avec qui ça résonne. Donc, je plaide pour un assouplissement des lignes corporatives. En fait, je pense que de toute ma vie, c'est ce que j'ai fait dans toutes les boîtes où j'ai travaillé. Excuse-moi, c'est très drôle, ça. Antoine était mon boss, puis là, je viens d'allumer. Hein? Pas mal ça, je faisais. Hein? Excusez-moi de vous avoir ri ça dans les oreilles de même fort, c'est très une scène en plus. Les marques ont intérêt à descendre de leur piédestal. Je le pense sincèrement. De toute façon, encore une fois, j'ai l'impression de plus en plus que c'est un facteur de succès important pour évoluer dans le contexte que j'expose depuis tantôt. Donc, puis tu sais, adapter sa posture sans se renier, je pense que c'est faisable dans un contexte de positionnement, dans un contexte de schème de valeur. Être accessible, ça ne veut pas dire être amateur. On peut parler simplement sans être simpliste. Être rigoureux, faire preuve de rigueur, ce n'est pas la même chose qu'être rigide. On peut accepter la nuance, on peut accepter la réactivité, on doit accepter l'émotion. Donc, reconnaître publiquement ses limites, ses erreurs, ses émotions, ça implique plus d'authenticité, de transparence et une certaine confiance en soi. Je suis quasiment ému en vous le disant. Ça vient chercher quelque chose personnellement, puis je pense que ça peut aussi s'appliquer au point de vue des marques. Une vulnérabilité assumée est un levier de confiance et un acte de courage stratégique. Celle-là, je l'aime pas pire. J'étais assez fier de celle-là. Puis c'est encore une fois une phrase pour inviter les marques à faire preuve de courage. Je voudrais terminer avec... Là, je me trouve très drôle. Je voudrais terminer avec un extrait de l'œuvre de Molière. Est-ce que Carl-Frédéric Dessal est ici? Là, tu veux dire, Denis Simon, OK. Tu ne l'attendais pas, hein? Celle-là. Je n'ai pas dit paradigme encore, par exemple. Je viens de le dire. Molière non plus. OK, je ne suis pas Fabrice Lucchini, mais je vais m'essayer, OK? Des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut, parmi le monde, une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Moi, je suis fan de cet extrait-là. Je pense que c'est de ça qu'on a besoin dans notre monde. Pour ceux qui se disent « Esti Martel » avec ces citations, tu sais qui nous sort ça, bien, je vous ai fait une version qui me ressemble plus. Donc voilà, vertu, marque, sobriété. Donc c'est tout. Merci beaucoup.